Oui, Anne Thibault-Belrose du service de la recherche et de la condition féminine de la CSN et associée à la campagne Faire front. Donc, on m'a demandé de faire une présentation sur le contexte socio-économique. En fait, Bertrand a résumé ça au tout départ en disant ça va pas bien présentement. Je pense qu'on a tous conscience que ça va pas bien, mais là, je vais juste en rajouter une couche de plus pour pas nous décourager, peut-être, j'espère plus nous fâcher, peut-être, pour nous amener à l'action. Donc, je vais vous partager mon écran parce que, en tant que personne de recherche, je fais toujours des PowerPoint. Euh, Ça va pas bien. Tantôt, Bertrand a dit ça, mais ça va surtout pas bien pour la CAQ présentement. Il y a un sondage qui est sorti dernièrement. Ils sont à 17% des intentions de vote. Avec notre système politique, 17% des intentions de vote, ça fait très peu de députés à la grandeur du Québec. Donc, la CAQ panique clairement présentement avec des intentions de vote aussi basses, alors que, tu sais, on se rappellera qu'à la sortie là, de la pandémie, ils étaient vraiment, je ne vais pas dire adulés, mais ils étaient très appréciés dans leur gestion de la pandémie. Pourquoi ils sont si bas dans les intentions de vote? Il y a plusieurs raisons, mais tu sais, la première qu'on peut avoir en tête, c'est la question du bilan de leur réalisation. Et là, ici, j'ai mis un point d'interrogation et exclamation parce que ont-ils réalisé quelque chose ou qu'est-ce qu'ils ont réalisé? On a la crise du logement. Je pense que dans le Grand Montréal, on peut particulièrement y goûter, mais tu sais, quand même, déjà dès 2021, on disait que 5% des ménages éprouvaient des besoins impérieux en matière de logement. Impérieux, là, ça veut dire qu'on vraiment t'as une difficulté d'avoir un toit sur ta tête. Autre réalisation, la CAQ a été élue quand même en tant que parti normalement du monde des affaires, puis c'était leur point qu'ils mettaient de l'avant, alors qu'on sait que leur grande stratégie économique de filière batterie, ça a été un fiasco malgré les investissements là, en termes de milliards de dollars qui ont été mis là-dedans. Il y a tous les scandales qu'on peut avoir en tête informatique de Saclay et maintenant de la gestion de santé. À tous les jours, on apprend des nouvelles manières que le ministre Dubé a pu financer de manière détournée des nouveaux logiciels informatiques. Justement, sur la réforme du B, on en a beaucoup parlé l'année passée avec la réforme du B, PL15 et tout ça. C'était supposé aussi d'être un must là, des réalisations de la CAQ. Malgré ces grandes réformes, puis malgré que Dubé comme tel était très populaire dans l'espace public, ben les avancées en termes d'accessibilité au réseau de la santé ne sont pas au rendez-vous. En fait, ce qui est au rendez-vous, c'est la privatisation du réseau de la santé. Depuis qu'ils ont été élus, la CAQ, en fait, depuis 2018-2019, il y a une augmentation de 82% des médecins qui travaillent maintenant au privé. Donc, il y a vraiment eu une accélération du nombre de médecins qui vont travailler au privé. Puis là, ben ça, c'est avant PL2. Donc, il y a eu un processus de privatisation du réseau de la santé sous leur règne. En termes de transport en commun, on a entendu beaucoup parler avec la grève de la STM, mais en fait, ce que la CAQ a fait depuis ces dernières années, c'est de financer particulièrement les grands projets comme le troisième lien, mais en termes d'investissement dans le transport en commun, ça ne permet jamais l'investissement qui est là de soit de réparer comme il faut les réseaux de transport en commun ou même de les développer. Autre chose que la CAQ était supposée de faire, ben, ou a fait, on va se rappeler qu'il y a eu une réforme de l'éducation, donc on a mis fin aux commissions scolaires. Est-ce que ça a amélioré le service aux élèves? On peut vraiment se poser la question. En fait, il y a des conséquences plus démocratiques de cette réforme-là. Maternelle 4 ans, maison des aînés, c'est tous des projets qui ont coûté énormément d'argent, mais avec très peu de retombées pour la population. Et maintenant, qu'est-ce que la CAQ lègue pour les élections? C'est une nouvelle période d'austérité. Donc, l'austérité sous la CAQ, c'est quoi? C'est, oui, nous sommes en déficit budgétaire, donc il y a un déficit budgétaire tu sais, dans les différentes enveloppes, mais tu sais, ce déficit-là, il n'est pas absolument énorme. Le ratio dette-PIB, normalement, qui sert à évaluer là, les déficits et la dette, est 2 fois et demi moindre que ce qui était
ce qui existait dans la période de Lucien Bouchard et qui avait amené le déficit zéro. Donc, on est vraiment dans une situation beaucoup moins problématique, même si on le critiquait à cette époque-là, là, le déficit zéro. Mais budgétairement, financièrement, on n'est pas dans une grande situation de crise, mais la CAQ décide quand même de nous amener en austérité. Et il nous amène en austérité en réduisant les dépenses des ministères pour qu'ils soient en dessous des besoins prévisibles et des coûts du système. Puis là, ben, tu sais, j'ai mis quelques budgets tu sais, qui ont paru en termes qu'on voulait des coupes en éducation, en santé, c'était des coupes de 1,5 milliard de dollars. Le communautaire est aussi, on a entendu parler dernièrement, on coupe dans leur financement. Donc, puis quand on parle d'austérité, on parle rarement, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'il faut couper, mais on parle rarement de l'entrée d'argent. Donc, euh, il y a eu des baisses d'impôts en 2023-2024, en fait, qui a donné un manque à gagner récurrent de 1,8 milliard de dollars. C'est quand même beaucoup. Donc, le bilan de la CAQ, il est triste. Là, c'est pas pour rien qu'ils sont dans le sous-sol des intentions de vote. Il est triste leur bilan et le bilan ne passe pas dans la population. Donc, qu'est-ce que fait la CAQ? La CAQ qui décide de faire diversion. Quand j'étais jeune, il y avait la blague quand on voulait faire diversion, on regarde l'envolée de castor. Mais c'est un petit peu ça qu'ils font. Ils essayent de pointer ailleurs. Ils pointent où? Ils visent les étrangers, les personnes immigrantes, les autres, les criminels et maintenant, ben, les syndicats qui sont nécessairement des empêcheurs de tourner en rond. Ils essayent aussi de susciter la peur. Tantôt, je parlais de j'aimerais qu'on suscite la colère chez nous, mais clairement, le gouvernement veut susciter la peur. Pourquoi? La peur est une puissante émotion qui fait qu'en général, on accepte peut-être des choses inacceptables quand on a peur. Et après ça, ben, ils essayent de contrôler le mécontentement de la population avec un discours carrément de la loi et de l'ordre et de loi liberticide. Donc, très rapidement, c'est quoi ces lois liberticides-là? Bertrand en a parlé tantôt. Ben, il y a le projet de loi 89 qui est devenu loi 14 qui a été adopté. Le projet de loi 89, c'est en fait de venir vraiment restreindre, amoindrir le droit de grève, ou qu'on va pouvoir, le ministre se donne comme pouvoir de quand il considère qu'une grève peut toucher au bien-être de la population, le bien-être est très large, ben il pourra donner des espèces de services essentiels au bien-être. Donc ça va toucher beaucoup de syndicats. Là, c'est pas juste les services publics, c'est aussi les syndicats du privé qui seront touchés à ça. Et ils pensent pouvoir l'appliquer très bientôt. Ils menacent de le faire avec la grève à la STM. Mais clairement, ici, le gouvernement est venu jouer sur l'équilibre des rapports de force dans toute la négociation. Projet de loi 101, c'était un projet de loi assez fourre-tout qui avait beaucoup de modifications qui étaient apportées. Mais je dirais celle que je voudrais mettre le plus en lumière, c'est vraiment tout ce qui est en termes de prévention en santé-sécurité pour les gros ministères de l'éducation et de la santé et des services sociaux qui touchent particulièrement des secteurs féminins. On vient de leur dire, ben là, la prévention dans ces secteurs-là, on va mettre un frein. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents et de maladies professionnelles? Pas du tout. Il y en a beaucoup dans ces secteurs-là, mais ça coûte trop cher. Donc, ils font juste réduire la prévention dans ces secteurs-là. La Constitution québécoise qu'on a peu entendu parler dans les médias, dans l'espace public, a des petits cadeaux cachés à l'intérieur de la Constitution de Jolin Barrette, entre autres sur le fait que l'Assemblée nationale pourra maintenant protéger des lois de se faire contester. Donc, c'est une espèce de protection de loi qui se retire c'est ça, d'une contestation juridique et aussi de pouvoir empêcher tout groupe qui reçoit du financement du gouvernement d'une quelconque manière de pouvoir contester les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale. Là, on est vraiment dans des lois, des articles liberticides où il y a des groupes de défense des droits de la population ou des minorités qui ne pourront plus contester des lois parce que c'est protégé par cette nouvelle constitution-là. Projet de loi 3 attaque nécessairement les syndicats de plusieurs manières sur les règles de transparence, comment qu'on pourra utiliser l'argent des cotisations syndicales, quel genre d'action politique on pourra faire.
C'est assez complexe, puis on est encore en train d'analyser de comme ça va être quoi les conséquences concrètes dans notre day-to-day syndical, mais clairement, il y aura des conséquences. Là, tu sais, je vous parle de ces quatre lois-là, mais il y en a eu d'autres, mais clairement, il y a une volonté de contrôler les oppositions, puis comment qu'on peut les contestations en fait qui sont faites. Donc ça, c'est leur terrain. Leur terrain, c'est celui du contrôle du message. Quel est notre terrain? Notre terrain, c'est celui de la solidarité, de l'équité, de la justice sociale et nécessairement de l'État social. Là, très rapidement, l'État social, c'est quoi? C'est la protection sociale, le filet social. Donc, quand on a des difficultés, on tombe pas à zéro, on a une protection sociale. Tout ce qui est régulation des rapports de travail, tantôt, c'est ça que ça touche, PL 89 et 3. Les services publics et les politiques économiques. Aux surprises, qu'est-ce que les gouvernements de droite font depuis des décennies? C'est justement d'attaquer ces piliers-là de l'État social. Mais c'est qui a mis en place l'État social? Ben, l'État social, c'est nous qui l'avons mis en place, c'est la société civile, par des luttes des travailleurs et travailleuses historiques, par celles qui voulaient avoir accès au savoir, à des soins de santé, parce que c'était pas l'État qui s'en occupait jadis naguère, mais c'est parce qu'il y a eu des luttes de gens qui voulaient avoir accès à ça. C'est parce qu'il y a des gens qui voulaient mettre fin à l'injustice, qui voulaient de la liberté et de l'égalité, que l'État social a été mis en place. Donc, quand on attaque l'État social et ces piliers-là de l'État social, ben, en fait, c'est une attaque contre des structures qui nous protègent, nous, la société civile, et qui protègent l'équité sociale. Donc, c'est pas juste une question d'équilibre budgétaire, c'est une question de à qui on s'attaque et à qui ça fait mal. Parce que l'État social, ça nous protège nous, mais ça protège pas eux. Quand que je parle de eux, c'est les plus riches et les décideurs. Là, tu sais, rapidement, je mets quelques données. Tu sais, pendant que nous, on a de l'austérité, pendant que les services publics sont coupés de toutes parts, donc des services que, tu sais, on a moins dans nos écoles, qu'on a moins dans nos municipalités, qu'on a moins en environnement, ben, juste de 2018 à 2022, ceux qui gagnent plus de 250 000 par année ont augmenté de 47 Donc, les plus riches, là, ils deviennent toujours plus riches pendant la même période. Les salaires des PDG augmentent, bondissent plus que l'inflation, donc plus que, en général, les travailleurs et les travailleuses peuvent recevoir. Leur rémunération là, de ces 30 PDG plus riches-là est d'environ 9 millions de dollars. Là, donc, c'est quand même beaucoup. Et quand je dis les plus riches et les décideurs, ben, la CAQ, c'est pas des gens là, qui proviennent rarement, en tout cas, qui proviennent de l'État, de la société civile, je veux dire, plus ordinaire. Les ministres de la CAQ possèdent en moyenne pour 1,6 million en immobilier. Ceci est une moyenne, donc il y a des gens qui possèdent déjà plus que ça en immobilier. Donc, c'est pas des monsieur et madame tout le monde, c'est eux, là. Eux, quand tu as ces moyens-là financiers, ben, tu n'as pas besoin de l'État social pour avoir un filet social. Tu l'as déjà, ton filet social, d'un point de vue individuel. C'est pas eux qui tirent avantage du système de redistribution de la richesse. Eux, ils en veulent moins de redistribution de la richesse parce qu'ils veulent nécessairement payer moins d'impôts. Et eux veulent décider sans opposition parce que les oppositions, en général, ben, ils vont à l'encontre de leur propre position. Donc, comme je disais tantôt, la destruction de l'État social, de l'équité sociale, c'est pas une erreur au passage. Là, ça fait des décennies qu'on attaque l'État social. C'est vraiment une espèce d'hold-up de l'État pour, en fait, des avantages de certaines personnes. Donc, là, j'ai fait ça très rapidement. Tu sais, il y a seulement une manière de faire, je pense que c'est de s'allier pour mettre fin à cette espèce de mascarade qu'on on coupe toujours plus en équité, on coupe toujours plus dans les lois, tu sais, on met toujours plus en place des lois liberticides. Il faut nécessairement faire tomber les masques puis montrer, ben en fait, c'est qui prend ces décisions-là? C'est pas vous et moi, c'est des gens qui ont intérêt à tout ça se mettre en place. Il faut s'allier avec les gens qui, comme nous, tiennent à avoir un État social, d'avoir un filet social, des services publics. Le milieu communautaire en ce moment est visé, donc le milieu syndical et communautaire sont particulièrement visés par les attaques du gouvernement. Donc il y a un nous à construire. Donc il faut faire tomber les masques.
et comprendre que tu sais, le jeu a assez duré, là. On peut plus laisser ces gouvernements-là faire. Donc là, je vais laisser continuer sur quel genre d'action qu'on peut faire pour faire tomber les masques et s'allier dans cette lutte-là. La première étape est nécessairement le 29 novembre dans les rues de Montréal, mais il y a clairement d'autres idées qu'on peut avancer.